on va passer maintenant au secondaire avec Louis-Pascal Jacquemont, qui va nous parler de la réforme des programmes d'histoire dans le secondaire, blocage, et puis peut-être dans la deuxième partie, on parlera davantage des perspectives. C'est vrai que le mot blocage avec un B majuscule s'impose. Je voudrais simplement rectifier une petite chose. L'ouvrage sur les femmes, la France populaire des femmes est prévu pour le mois de mai prochain. Donc, je n'ai pas encore sous presse. Bien, ensuite, j'ai l'avantage d'être inspecteur d'académie, mais retraité. Donc, je n'ai peut-être pas les obligations qu'ont mes collègues en fonction, qui sont d'avoir une petite réserve. C'est pas... Ils devraient être plus ouverts qu'ils ne sont quelquefois. Bien. Alors, venons au sujet. Je vais effectivement prendre une focale beaucoup plus étroite que celle de ma collègue, mais je n'ai rien à rajouter à ce panorama d'ensemble qui vaut tout à fait, puisqu'elle a abordé comment les continuités se faisaient, et notamment la présence des filles et des garçons était positionnée dans chacune des différentes décisions législatives d'extension de l'obligation scolaire en particulier. Je vais partir du programme tel qu'il est en 2016 d'histoire qui doit rentrer en application au mois de septembre 2016 et à partir de là voir un petit peu quelles sont les évolutions ou au contraire les difficultés que l'on rencontre. Si je m'appuie sur le programme d'histoire, je rencontre une première phrase qui évoque les questions d'histoire des femmes et du genre dans le préambule du programme d'histoire, et la phrase est la suivante. J'aurais dû l'écrire ou la projeter parce qu'elle vaut son pesant. Enfin, une approche globale des faits historiques doit éclairer à parts égales la situation, la condition et l'action des femmes et des hommes à chaque moment historique étudié. 2 points. C'est donc une histoire mixte qu'il convient d'enseigner. J'avoue être resté perplexe. Je l'ai relu à plusieurs reprises parce que je me suis demandé quel était l'état de confusion de celui qui l'avait écrite. Parce qu'elle mélange à la fois l'idée d'histoire mixte, l'idée de parité ou l'idée de mixité. Et je vois bien qu'il y avait une intention tout à fait louable, une intention de ne pas utiliser le mot genre, parce que le mot genre fait problème, ou en tout cas, il y a une injonction politique à ne pas mettre le mot genre dans ces programmes. Donc là, il s'agissait d'essayer de contourner un petit peu les choses. Mais vous voyez bien qu'en voulant contourner, on arrive à mettre en exergue un certain nombre d'aberrations, puisqu'il s'agirait de traiter à parité, à parts égales. Donc est-ce qu'on va prendre un pesant et se dire ils ont autant parlé de femmes que d'hommes dans le cours d'histoire? Je me le demande. Et où serait l'idée? Les 2 points sont éclairants, ce serait de la mixité. La juxtaposition serait la mixité. La non, donc c'est une façon aussi d'évacuer des questions de genre. Donc là, on voit bien comment il y a cette espèce de bac 2 et qui va se retrouver dans les programmes eux-mêmes. Je vous en donne quelques éléments, puisqu'ils méritent attention, et on les remettra un petit peu en perspective par rapport aux 20 dernières années. Programme de la classe de 6e. Le seul moment où il est question de femmes, c'est dans un premier thème sur la longue histoire de l'humanité et des migrations. C'est vrai qu'on pouvait difficilement l'éviter. L'étude du néolithique interroge l'intervention des femmes et des hommes sur leur environnement. Voilà. Fort heureusement, on ne remonte pas à Adam et Ève. C'était le risque. Mais le deuxième volet, peut-être plus intéressant pour ce qui nous concerne, c'est qu'il y a une partie de thème, du thème 3 de la classe de 4e, qui renvoie explicitement à l'histoire des femmes et du genre. Et c'est intitulé « Les conditions féminines dans une société en mutation ».
enfin plus exactement une histoire des femmes, pas une histoire mixte, pas une histoire du genre, sauf à ce que les enseignants prennent le taureau par les cornes et décident d'en faire une histoire mixte réellement et une histoire du genre. Ce qui serait tout à fait légitime. À un autre endroit, il y a deux autres endroits où le féminin est utilisé. C'est ouvrier et ouvrière. Mais à un autre endroit, il y a paysan mais pas paysanne. Il faut croire qu'elles sont restées dans les limbes de l'invisibilité. Et puis à un autre endroit, c'est un thème qui s'intitule « Françaises et Français depuis 1944 ». 1944, c'est effectivement la référence au droit de vote des femmes. Il était difficile de ne pas l'utiliser. Mais la partie qui, sous ce libellé « Françaises et Français », aborde précisément la question de ce que sont les femmes, où elles sont et où on pourrait faire de l'histoire mixte et de l'histoire du genre, est libellée de la manière suivante: femmes et hommes dans la société des années 50 aux années 1980. Simplement, la précision qui est apportée, c'est que le point de vue historiographique qui est privilégié dans cette approche est un point de vue qui considère qu'il y a des mutations et qu'à ces mutations, il y a des réponses politiques. Eh bien, quand on fait de l'étude de genre, on s'aperçoit qu'il y a des problèmes politiques auxquels répondent des mutations socioculturelles. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la logique de l'historiographie actuelle, on est dans une logique, une historiographie déjà un petit peu datée. Donc ça pose quand même problème, comme si l'origine des mutations n'avait rien à voir avec les pratiques sociales, les pratiques politiques, les situations politiques. Et c'est cette espèce de mélange, si je puis dire, qui semble indiquer que l'on va vers telle présentation, qui m'effraie un tout petit peu parce que je sais que les éditeurs qui vont rédiger des manuels, faire rédiger des manuels pour les vendre, vont répondre aux orientations qui sont données. Ou en tout cas, chercher le plus possible à répondre aux orientations. Donc il sera intéressant de voir, puisque les manuels vont paraître au mois de mai, quels choix précis auront été faits pour répondre à ces orientations. Mais on voit bien comment, derrière des libellés qui semblaient répondre à une attente et qui répondaient également à un certain nombre de questions que nous avions posées auprès du Conseil supérieur des programmes, lorsque nous avions été reçus avec un panel d'associations, de 17 associations, concernant ces questions de l'histoire des femmes et du genre. Eh bien, comment les réponses qui ont été apportées sont des réponses un petit peu frileuses, en tout cas, on peut dire qu'il y a une volonté de répondre, de dire, mais il en faut un petit peu. Et derrière, quand on creuse un tout petit peu, on voit bien. On voit bien qu'il y a une frilosité de l'institution. Parce que tout ce qui concerne ce débat autour du genre, dont le terme lui-même a été banni pour ne pas, en quelque sorte, sembler dresser un drapeau rouge devant un certain nombre d'activistes de telle ou telle orientation politique sur tel ou tel autre sujet, eh bien, pour ne pas froisser, on a finalement inversé la situation, c'est-à-dire qu'on va dans le même sens. On va dans le sens de ne pas aborder les questions de genre et se contenter d'une histoire des femmes, mais comme si elles étaient des adjuvants, comme si elles étaient positionnées comme ça, comme un peu un saupoudrage. Il faut bien un petit peu de décor, mais elles ne sont pas partie prenante, ou elles ne sont pas définies comme partie prenante de l'approche qui en est faite. Je sais que les enseignants ont toute liberté pour effectivement aller au-delà et enseigner comme ils le souhaitent, mais à partir du moment où l'institution fonctionne de manière relativement injonctive, fonctionne de manière assez directive, il est évident que les manuels vont répondre plutôt au projet institutionnel tel qu'il est fait, et qu'un certain nombre d'enseignants seront, parce qu'il faut dire que c'est quand même un grand nombre,
conforté dans l'idée que l'histoire des femmes et du genre, basta, c'est pas vraiment un problème, et qu'un certain nombre d'intellectuels de haut niveau, comme M. Nora à la Sorbonne, lorsqu'on a abordé la question de l'histoire des femmes et du genre, a poussé un soupir en disant « Vous voyez, c'est tout dire ». Donc il y a à la fois une caution d'un certain nombre d'intellectuels, en même temps il y a des réticences qui sont purement idéologiques et purement politiques, et en même temps on se retrouve avec une position que j'estime un petit peu de recul par rapport aux situations antérieures. Si je fais un panorama très rapide, il me reste quelques minutes, un panorama très rapide de ce qui s'est passé. 1992 paraît l'histoire des femmes de Duby et Perrault. Et à l'époque, il se trouve que j'ai travaillé avec un des conseillers de François Bayrou, ministre de l'Éducation. Cela a interpellé le ministère de l'époque, qui était en train de fabriquer des programmes. Et cette question-là a d'abord été abordée avec les conseils ministériels, comment le traiter, comment aborder cette question-là. Très vite, les responsables, ceux qui étaient en charge des programmes, qui s'appelaient Dominique Borne et Serge Weinstein, ont très vite pensé que ça n'était pas un problème, et surtout, comme l'un d'entre eux me l'a dit, vous chercherez à trouver qui, ce n'est pas un objet historique. Ce n'est pas un sujet pédagogique. Passons. Ensuite, avec la création de Clio, de l'association Mnémosine, et tout un mouvement qui est allé, on a vu les programmes à partir de 1997 être modifiés, notamment pour des sections qui n'étaient pas des sections considérées comme sous le regard médiatique, notamment les sections de BEP, de CAP, les sections professionnelles. Et là, on a vu apparaître, dans certaines sections, j'ai vu apparaître Marie Curie. J'ai vu apparaître la condition des femmes, notamment les droits politiques, l'évolution des droits politiques, etc. Donc, on peut dire qu'à partir de ce moment-là, 97, les programmes des sections technologiques en particulier étaient beaucoup plus en avance que ne l'étaient par les sujets qu'ils ont traités. Ces sujets-là ont commencé à entrer dans les programmes des séries générales à partir de 2002, puis surtout 2005. C'est un peu une césure. Et à ce moment-là, on a vu apparaître une première étape, c'est-à-dire que les femmes sont devenues un dossier. Les femmes sont devenues un appendice. Mais entre le rien d'avant, entre le silence total d'avant et cette première étape, on peut dire qu'il y avait eu un progrès, ou en tout cas une petite avancée. Puis ensuite, période 2010-2012, les femmes deviennent un chapitre. Vous imaginez? C'est devenu un chapitre, notamment le programme de première, mais aussi avec un certain nombre de références, par le biais de l'histoire des arts, par le biais de tel ou tel libellé, telle ou telle thématique qui était inscrite dans les programmes. Et notamment, on a commencé seulement en 2005 à faire dire explicitement que le suffrage n'est pas universel en 1848, mais qu'il est suffrage universel masculin ou unisexe, et qu'il n'est véritablement universel en France qu'à partir de 1944. Donc vous voyez que l'évolution, elle est très lente. À ce rythme-là, il faut encore un siècle pour qu'on arrive aux études de genre. Mais je dois dire que le programme de 2016 m'inquiète un peu plus, dans la mesure où la façon dont il est libellé laisse entendre qu'on est plus en retrait, véritablement qu'en progrès par rapport à ce que cet enseignement pourrait apporter, notamment une véritable histoire mixte, puisque c'est quand même l'enjeu des pratiques sociales qui me paraît être fondamental. Alors, oui, je passe la parole, pardon, de nouveau à Louis-Pascal Jacquemont, qui va donc maintenant revenir sur ces enjeux des réformes et peut-être ouvrir les perspectives ou peut-être, voilà, à nouveau les inquiétudes et les perspectives.
Oui, je crois que je prolonge un petit peu ce que disait Rebecca Rogers, c'est les enjeux sont aussi des enjeux internationaux, puisque derrière un certain nombre de refus ou de rejets concernant le genre, en le disqualifiant d'une certaine manière, il y a aussi l'emprise du créationnisme, par exemple, qui est un des éléments moteurs pour un certain nombre d'organismes, un certain nombre d'organismes militants, et qui, du même coup, a un effet paradoxal dans l'institution, c'est qu'on arrive à ce que les non-responsables politiques finissent par penser qu'il y aurait une sorte d'égalité, c'est-à-dire, après tout, le genre, c'est une idéologie, donc il faut surtout l'évacuer de l'école. Et on l'évacue de l'école en la qualifiant autrement, ou en se disant, mais après tout, il y a un petit quelque chose quand même. Mais on va essayer de le baptiser autrement, ou de l'aborder autrement. C'est un petit peu cette mise en perspective. Et cette forme d'évacuation ne résout pas le problème, et surtout va à l'encontre d'un certain nombre d'objectifs que l'institution elle-même souhaite. Je voudrais évoquer deux ou trois exemples par rapport à ça. On est dans l'idée qu'en histoire, comme en éducation civique et morale, il s'agit de construire une conscience historique. Comment voulez-vous construire une conscience historique si vous n'abordez jamais les pratiques sociales? Alors que si vous parcourez l'ensemble des programmes, ils sont, dans leur construction et dans leur conception, une analyse plus des résultats que des processus. Et d'une certaine manière, l'histoire sociale elle-même a en partie disparu. Elle est une histoire mémorielle, elle est une histoire politique, elle est une histoire politique de la culture, elle est une histoire culturelle, elle est une histoire éventuellement socio-culturelle, mais elle est très peu une histoire des acteurs sociaux, a fortiori des actrices. Donc on voit bien comment il y a eu, d'une certaine manière, une évacuation de cet élément. Et s'il y a une perspective que je souhaiterais voir, c'est que l'université et les chercheurs réfléchissent à cette réarticulation de l'histoire des acteurs et des actrices par rapport aux pratiques sociales, par rapport à l'économique, par rapport aux politiques, et pas seulement par l'intentionnalité mémorielle, par rapport à l'intentionnalité identitaire, par rapport à l'intentionnalité, si je puis dire, culturelle, qui domine, qui reste dominante dans nos éléments, ou religieuse, puisque une des affirmations du récent programme, c'est de dire ce qui va être l'un des cadres importants de notre travail, c'est le fait religieux. Bon, je pense que le fait religieux, pris en lui-même, ne suffit pas. Il y a nécessité de l'aborder comme pratique sociale, donc de faire une histoire sociale. Et ça, c'est un des éléments. Il y a quelques recherches qui commencent à se développer dans ce sens-là, d'approche plus d'histoire globale, d'approche plus d'histoire sociale, qui permettent probablement de renouveler l'approche et de réinterpréter la présence des acteurs et des actrices et dans leurs relations comme étant une autre façon d'aborder les questions de genre, et pas seulement l'histoire des conditions des femmes ou se limiter à ce que l'on avait. Donc c'est une des perspectives. Le deuxième élément, c'est qu'on voit bien dans le second degré une dichotomie se constituer plus exactement entre des enseignants qui sont pour l'instant à peu près majoritaires et qui ont entre 35 et 45-50 ans, qui sont la majorité, et puis les jeunes entrants. Les jeunes entrants sont ceux qui ont eu à l'université, le plus souvent, qui ont abordé les questions de genre. Et du même coup, ils n'ont pas le même regard que les plus anciens qui ne l'ont jamais abordé. Or, on sait très bien que dans la culture et du coup dans la pédagogie qui est transmise, qui est utilisée, et la transmission des connaissances, la façon dont ces enseignants ont souvent été formés devient déterminante sur la façon dont ils abordent telle ou telle thématique ou tel sujet. Et ce ne sont pas les quelques heures de formation, entre guillemets, que je ne méprise pas, de formation continue, qui sont de nature à
complètement modifier les choses, puisque ça supposerait aussi un investissement personnel assez important. Donc il y a des militants, il y a des professeurs qui vont, hommes ou femmes, qui vont chercher ces informations-là, mais ça n'est pas le réflexe majeur. Donc là, ça l'est d'autant moins que la formation continue est une variable d'ajustement, budgétaire en particulier, et qu'elle se réduit, donc il n'y a pas de continuité. Il n'y a pas de partenariat suffisamment solide avec notamment la recherche par rapport à cette approche. Donc là aussi, il y a probablement à la fois sur le plan institutionnel et sur le plan fonctionnel des choses à faire. Mais je pense que la montée en puissance de ces nouvelles générations d'enseignants, qui deviennent au fur et à mesure de plus en plus nombreuses, font qu'il y a une demande et aussi il y a une connaissance. Une connaissance qui peut être peut-être pas suffisante, mais en tout cas, l'approche n'est pas inconnue et ils ne sont pas indifférents. Donc il y a cela. Un autre point qui me paraît important, c'est que trop souvent, dans le discours qui est tenu autour de l'histoire des femmes et du genre, et c'est une remarque que je ferai, on parle de chercheuses, on ne parle pas de chercheurs. Je pense qu'il y a des chercheurs et des chercheuses, il y a les deux. Or, il faut bien potentiellement les deux. Et un des blocages est venu à un moment donné que l'histoire des femmes et du genre était considérée comme une histoire militante. Une histoire des féministes, des mouvements féministes qui, en quelque sorte, en auraient fait leur tribune. Donc là, c'est en train de passer, progressivement, mais ça reste dans l'approche générale, à la fois institutionnelle et hiérarchique, et également chez un certain nombre d'enseignants, comme potentiellement étant un des éléments qui joue son rôle. Ensuite, le troisième élément que je voudrais dire, c'est qu'on dit souvent aux enseignants, mais vous avez la liberté pédagogique. Alors j'ai tendance à dire que l'institution a une façon très intéressante, le système, de se dédouaner. Quand il ne sait pas faire, ou quand il ne veut pas faire, il dit c'est aux enseignants, c'est leur liberté pédagogique. Et on a l'impression qu'on a résolu tous les problèmes. Bien non, parce que c'est une liberté contrainte. Il y a un certain nombre d'injonctions, desquelles on ne sort pas. Et les marges de manœuvre sont des marges de manœuvre qui sont véritablement des marges, et non pas une liberté au sens où on pourrait l'entendre, et on peut l'avoir dans un certain nombre d'autres pays européens, dans l'utilisation, dans la façon de travailler. Les curricula ne sont pas toujours définis en termes de thèmes de programme, ils sont définis en termes d'objectifs. Et donc c'est différent. Le dernier point sur lequel je voudrais mettre l'accent, c'est sur cette espèce de passage vers égalité homme-femme, en évacuant histoire des femmes et du genre. Ou, en éducation civique et morale, ça devient l'élément, le nœud principal autour duquel les programmes ont été, ou certains thèmes de programmes ont été construits. Ça me gêne beaucoup parce que, d'une certaine manière, la conception qui est faite de l'égalité homme-femme, c'est une conception qui est négative. C'est-à-dire que si vous regardez les points sur lesquels on aborde cette question-là, c'est uniquement sous l'angle des discriminations, c'est sous l'angle des minorités, c'est-à-dire en fait qu'on va travailler sur le résultat, mais pas sur le processus, pas sur la construction. Donc d'une certaine manière, on part d'un constat et qu'est-ce que l'on fait? On fait de la morale. Donc on va dire, ben, c'est pas bien, ou ça devrait être, je caricature, mais d'une certaine manière, on est tenté de glisser vers cette approche moralisatrice, d'une certaine manière descendante, injonctive, et pas de la réflexion sur pourquoi c'est devenu comme cela, comment c'est devenu de cette manière-là. Donc les ouvertures possibles sont des ouvertures relativement faibles, alors que le public que nous avons, le public des élèves, souvent, est un public beaucoup plus ouvert, qui a plein de questions à poser, mais on ne répond pas à leurs questions, puisque les questions, on les a déjà formulées avant, et on en a trié que quelques-unes pour lesquelles on a, en quelque sorte, on apporte la bonne parole. Donc c'est un petit peu la quadrature du cercle. Voilà. Merci beaucoup.